Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois le docteur Kevin Gaudreault, psychologue. On parle ensemble de nostalgie. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de l'étrangeté des rêves. Notre chroniqueuse Catherine Stassin nous parle de l'aide disponible pour les étudiants cégep ayant des troubles de santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine, émission numéro 793. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est M. Kevin Gaudreault. Bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci beaucoup. Ben oui, vous êtes psychologue. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et vous travaillez dans la région de Trois-Rivières, plutôt en bureau privé. Mais vous avez, il y a un sujet qui a attiré notre attention. En fait, même c'est une auditrice qui nous a suggéré ça, puis on a trouvé le sujet très, très intéressant. C'est une conférence sur la nostalgie que vous avez prononcée il y a quelques temps. Et ça va être intéressant de parler de la nostalgie. Tu sais, je pense que c'est un mot à la mode, là, ça a toujours été probablement, mais on a l'impression qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la conférence, justement? La conférence, c'est le résultat de mes études. Lorsque j'étais étudiant en psychologie, je m'étais concentré sur ce thème-là de la nostalgie pour mes études de doctorat. OK. Donc, c'est intéressant de pouvoir verbaliser différents éléments liés à la nostalgie, liés à mes études que j'ai faites sur le thème, qui était la nostalgie et le bien-être psychologique, qui étaient deux variables qui étaient étudiées. Donc, ma conférence, c'est une vulgarisation pas scientifique précisément avec les grands jargons de ce qui est dans l'étude, là, parce que ça deviendrait lourd, mais de présenter grand public avec des exemples, des manières auxquelles les gens peuvent se reconnaître là-dedans, parce que c'est une émotion qui est complexe, mais qui est normale et humaine et universelle, que tout le monde peut se rejoindre là, lorsqu'on parle de ce sujet-là, surtout que la plupart des gens dans la vie, là, 80% des gens, selon les études, vont vivre la nostalgie 2-3 fois par semaine, régulièrement, comme vous pouvez voir. Là. Oui. Donc, 80% des gens, toutes les tranches d'âge, toute culture, les sexes à égalité, il n'y a pas grande différence. Mm-hmm. C'est semblable. Et donc, c'est un thème qui peut toucher beaucoup de gens de toutes sortes de manières. Et lorsqu'on dit que c'est une émotion complexe, c'est que contrairement à colère, tristesse, joie, qui sont des émotions simples, la nostalgie, elle, est complexe dans le sens où est-ce que elle va être accompagnée, oui, il y a un désir et un manque par rapport à une période passée. Mais les émotions qui vont accompagner la nostalgie vont être variables, ils vont en avoir plusieurs en même temps. Ça peut varier. D'un côté, vous allez avoir des émotions agréables et d'un autre côté, désagréables en même temps. Ouais. Et ça va être un mixte des deux. Et d'un côté, vous pouvez avoir, par exemple, de la chaleur, du réconfort, de la fierté. Et de l'autre côté, vous avez un manque, de l'ennui, autre chose qui peuvent être un mix. Oui, très donc, négatif. Ouais. Et ça va changer d'un souvenir à l'autre. Ouais. Pour la même personne. Donc, la nostalgie n'est pas tout le temps vécue de la même manière d'un souvenir à l'autre. Et en plus, d'une personne à l'autre, ça change aussi. Donc, deux personnes peuvent avoir un souvenir nostalgique commun, mais ne pas ressentir les mêmes émotions en même temps en parlant. Oui. Comment? Donc, ouais. c'est vraiment complexe. Allez-y, oui. Comment on peut définir la nostalgie? Est-ce qu'il y a une définition? Parce que ça semble être varié, justement, comme émotion, mais est-ce qu'on peut la définir quand même? Il y a beaucoup de définitions. Vous allez voir dans les dictionnaires, ça va varier beaucoup. Celle que j'avais utilisée lorsque j'avais fait mes études, j'avais pris une définition qui était neutre pour ne pas influencer est-ce que la nostalgie, c'est bénéfique ou nuisible en partant. Donc, il y a un moyen de la définir pour la voir comme elle est, sans pencher sur une trajectoire quelconque, si c'est bénéfique ou pas. Par exemple, on peut dire que c'est une affection et un désir pour une période du passé. Donc, c'est fidèle à ce que c'est et accompagné avec un manque.
Donc, affection, désir pour une période du passé, avec impression de manque ou d'ennui. Ouais. Mais on voit que ce n'est pas, il n'y a pas d'influence là, de dire à première vue est-ce que ça va être bénéfique ou pas. Ça va être du cas par cas, là, beaucoup, d'une situation à l'autre et d'un souvenir à l'autre. Et comme j'ai dit, d'une personne à l'autre. Donc, mais vous allez voir dans différents dictionnaires parfois qu'ils peuvent prendre une définition qui va la définir d'avance dans la manière qu'on peut l'avoir, comme par exemple, parfois il y a le mal du pays ou une définition qui va être davantage mise à l'avant, qui va être associée à une douleur liée à l'éloignement, une époque, mais vous allez voir que ça va être davantage, ça va être une tournure plus orientée vers la pathologie, vers la maladie. Ça, c'est de l'ancienne... on a découvert là, récemment que la nostalgie n'est pas nécessairement pathologique, mais avant, dans les premières recherches sur le sujet, à partir des années 1600, 1700, c'est là qu'on a défini le terme, 1688 pour être plus précis. Ouais. Et au début, la définition était liée à une maladie, quelque chose de régressif. Donc, différents dictionnaires, même dictionnaires populaires, vont garder beaucoup cette présentation-là, définition-là, cette manière-là de l'apercevoir, plutôt pessimiste ou qui semble liée à une douleur, alors que les recherches plus récentes, dont en Amérique, surtout aux États-Unis, il y en a aussi francophonie, mais en Europe, mais souvent, ça va être défini davantage de plus en plus comme étant une ressource ou un mécanisme d'adaptation que la personne utilise face à l'adversité, face aux défis, ou est-ce qu'elle a besoin de trouver un point de repère par rapport à son identité, à sa position sociale. Donc, la nostalgie, elle sert beaucoup à ça. Donc, elle peut être bénéfique lorsqu'on l'utilise dans des moments où est-ce que on peut vivre un bouleversement, un défi de vie, une situation où est-ce qu'on doit s'adapter face à, ça peut être un deuil, une maladie, une rupture, un changement d'emploi, une perte d'emploi, différentes situations où est-ce que, de manière passagère, la personne, le corps va réagir avec cette façon-là de recréer symboliquement quelque chose de sécurisant, quelque chose qui peut favoriser la continuité de l'identité de la personne. Lorsque la personne peut le faire, ça peut servir de ressource dans un moment passager. Mm-hmm. Là, je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire que la nostalgie pour un mode de vie, on est en train de dire que ça devient un mode de vie et que ça va être ça qui va favoriser le bien-être, là. C'est pas aussi simple que ça, là. Même que dans certains cas, trop, c'est comme pas assez. Ça peut créer l'effet inverse de se fermer à la nouveauté. Mais, de manière, pour la comprendre son mécanisme, et pour vous dire comment est-ce que ça peut être une ressource, c'est vraiment dans des moments passagers d'adaptation où est-ce que l'être humain peut l'utiliser comme étant quelque chose qui va l'aider à aller vers l'avant et non nécessairement simplement l'avoir comme une régression. C'est ça, parce que dans le fond, ça va lui donner un petit espoir ou quelque chose, ça va raviver quelque chose de peut-être de positif. Alors, c'est là que ça devient bénéfique là, pour passer à travers un moment difficile, comme vous dites. Là. Surtout lorsque la personne a l'impression que son identité dans le moment présent, qui elle est maintenant, il y a eu une continuité des éléments qui font partie du souvenir en question, là, qui ont construit son estime personnelle, ses valeurs. Lorsque la personne a l'impression que ça lui a permis, ce souvenir-là, d'être une personne plus complète aujourd'hui, qu'elle a appris quelque chose du souvenir, qu'elle en a grandi, qu'elle peut partager des éléments liés à ce souvenir-là avec d'autres personnes, transmettre aux générations, etc. Quand ça fait partie de son identité, dans le présent par rapport au souvenir, c'est là que souvent, il va y avoir on appelle ça un scénario de rédemption. Mm-hmm. La personne peut utiliser ce souvenir-là comme étant quelque chose qui va davantage susciter des souvenirs agréables, plus que désagréables. Mais dans le cas inverse, ça peut arriver aussi
Effectivement, les effets nuisibles. Oui, l'inverse peut arriver. Par exemple, lorsque ça c'est brisé, que la continuité de l'identité n'est pas là, qu'il y a un deuil incomplet, qu'il y a une coupure brutale avec une personne, un objet ou un rôle, que la personne a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas complété, justement. Souvent, là, le terme contamination veut dire qu'il va y avoir davantage de souffrance, de douleur, de manque, et ça va devenir quelque chose de plus difficile. Là. Ça n'aura pas les bienfaits adaptatifs que je vous ai parlé tantôt, qui peut susciter des émotions agréables. Ça ne veut pas dire que la personne ne vivra pas, là. Ça se peut que même si c'est un scénario de contamination, elle va quand même utiliser ce mécanisme-là de la nostalgie, mais les émotions qui vont accompagner vont être vraiment différentes, là, si vous êtes dans un scénario de rédemption ou de contamination. Donc, tout dépend de comment est-ce que la personne a l'impression que se souvenir dans le présent, elle peut avoir l'impression que ça fait partie d'elle, de son identité, de ses réalisations dans le présent. Oui. M. Gaudreau, vous êtes psychologue et vous nous disiez un petit peu plus tôt dans l'entretien que vous avez fait justement des études sur ça. C'était vraiment un sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou que vous avez appris par rapport à la nostalgie que vous attendiez pas? Au tout début, j'ai été surpris de voir qu'il y avait très peu d'études au Québec en français sur le sujet. Donc, j'ai été très surpris. Ça a été même un des intérêts de choisir ce sujet-là. Il est très peu, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a en langue anglaise, il y en a en Europe, mais très peu d'études sur la nostalgie au Québec, en français. Et en plus, je m'étais spécialisé vers les personnes âgées de 60 et plus, 60 ans et plus. Donc, c'était un critère d'originalité, mais aussi le fait que j'étais vraiment surpris en partant de voir qu'il y avait très peu d'études sur ce sujet-là. Donc, j'ai appris ça avant même de commencer l'étude au tout début. Là. Donc, même mon propre directeur de recherche n'était pas nécessairement, là, c'était pas comme si j'avais joint une équipe où est-ce qu'il y avait déjà des études faites et qu'on suit le projet d'un directeur ou d'une directrice qui va nous engager là, pour travailler sur un thème. Non. Oui, mon directeur de recherche avait une formation solide et vraiment en psychopathologie. De là, le thème de la nostalgie qui pouvait être relié à ces champs de compétences et d'expertise, comme lorsque j'ai travaillé avec mon directeur. Mais c'était pas un thème qui était parlé ou très en recherche. Là. Oui, d'accord. J'ai fait mes études. Là. Oui. Donc, en terminant, et si on veut en savoir plus, ça passe extrêmement vite, mais si on veut en savoir plus sur votre conférence, sur la nostalgie ou sur ce que vous faites, il y a un site web, je pense, auquel on peut se brancher. Hein? Oui, kevingaudreau.com. Et c'est G-A-U-D-R-E-A-U-L-T, Gaudreau, et Kevin, K-E-V-I-N, donc toutcollé.com. Oui. On pourra en apprendre plus. Vous êtes psychologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. C'était un sujet intéressant, la nostalgie. Puis c'est bien de suivre aussi des sujets comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. C'est un grand plaisir, un grand privilège d'avoir été avec vous. Merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Vous voulez savoir de quoi on a l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web au antenne.qc.ca, le antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, l'étrangeté des rêves. Je sens qu'on va s'amuser parce que les rêves, hein, ça fascine depuis longtemps. Oui, et j'ai déjà parlé des rêves. Il y a toujours des nouvelles trouvailles qu'on fait sur les rêves. Moi, j'ai toujours eu une bonne opinion positive avec les rêves. J'ai toujours trouvé que les rêves, c'était un peu exutoire. Puis souvent, on règle des problèmes ou des fois, ça nous donne des réponses à des choses ou même ça nous révèle ce qui peut nous déranger. Fait qu'à quelque part, on devrait écouter beaucoup nos rêves. Oui, bien en fait, c'est un besoin de rêver. Ouais. Parce que ça nous permet de mettre de l'ordre dans notre mémoire, apparemment, d'après ce que j'en sais. C'est très bénéfique, en fait, le rêve. Oui. Alors, j'ai trouvé un article sur Internet qui s'appelle « L'interprétation des rêves, de l'analyse des songes à la psychanalyse ». C'est écrit par Mme Marianne Chouchan.
qui est journaliste française. Ça vient du site doctissimo.fr. Elle nous dit: les rêves, ces images mystérieuses qui nous apparaissent dans le sommeil, ont-ils un sens ou ne sont-ils qu'élucubrations sans queue ni tête du cerveau au repos? Dans l'Antiquité, en Égypte, en Assyrie, en Grèce et à Rome, les rêves étaient considérés comme des présages de l'avenir ou des recommandations pour soigner une maladie. Selon l'Ancien Testament, les rêves faits à la fin de la nuit indiquent ce qui va se passer. Les superstitions populaires voient dans les rêves des signes soit bénéfiques, soit maléfiques. Ainsi, en Bretagne, les femmes de marins apprenaient, entre guillemets, par les rêves, le naufrage de leur mari. Wow, OK. Ouais. Non, mais ça peut arriver, ça. Il y a quelque chose, des fois, de mystique, mais inexplicable. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, je crois à l'occasion. Ouais. Dès le 18e siècle, des philosophes allemands voient dans les rêves une langue primitive et naturelle de l'âme. Au 19e siècle, Friedrich Nietzsche écrit que nous revivons en rêve ce qui a été pensé par une humanité antérieure. Mais c'est avec Sigmund Freud et l'invention de la psychanalyse que naît une véritable science de l'interprétation. Pour lui, le rêve est toujours la réalisation d'un désir. Ce désir, généralement d'ordre sexuel, interdit par la réalité, la société ou la loi, est refoulé. Il n'apparaît que masqué. L'angoisse de le voir réalisé engendre les cauchemars. Si l'interprétation des rêves est à la charge du rêveur, Freud désigne des équivalents entre les images du rêve et leur sens caché, sorte de codification du langage des songes. L'étrangeté du rêve, c'est l'association incongrue d'images. Pour lui donner un sens, chaque fragment doit être détaché de l'ensemble et étudié séparément. Freud remarque que dans les rêves, une chose signifie parfois son contraire. Ainsi, la nudité est représentée par des habits ou des uniformes. Ça rend les rêves moins le fun. Ouais, c'est comme l'antipode, finalement. Ça, c'est l'inverse. Ouais, ça, c'est une parenthèse de ma part. Le rêveur voit rire ou pleurer un personnage du rêve alors que ses sentiments doivent lui être attribués à lui. Une fois un sens donné à chaque élément, une fois l'association faite avec des événements vécus plus ou moins récemment, il devient possible de comprendre ce qui s'est joué durant le sommeil. Carl Jung, dissident de Freud, estime, lui, que le rêve joue un rôle d'équilibre compensatoire dans la vie de l'individu. Son interprétation du rêve se rapporte à une mythologie universelle. C'est intéressant. C'est drôle que souvent, c'est les Allemands qui se sont prêtés à l'étude des rêves. Qui se sont intéressés à ça ou qui ont participé, c'est ça? Ouais. Mais il faut dire que la psychanalyse aussi, c'est très influencé par les Allemands. Ouais. Dans un autre article qui s'intitule « Pourquoi certains se souviennent de leurs rêves et d'autres pas ?» Moi, j'ai de la difficulté à me rappeler mes rêves. Tu sais, quand je me réveille, je me rappelle des parties, mais jamais tout au complet. Ouais, ben c'est souvent juste un petit... On a l'impression que c'est un petit bout de rêve, mais puis on a l'impression que ça a duré 30 secondes ou une minute, mais effectivement. Alors, c'est écrit par Mme Annabelle Iglesias, qui est journaliste. C'est sur le site doctissimo.fr. Un site français. Elle nous dit « Notre sommeil est rythmé par des cycles qui se succèdent tout au long de la nuit. Le sommeil lent, léger, le sommeil lent profond, qui est le plus réparateur, et le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase de sommeil paradoxal que surviennent les rêves les plus élaborés et ceux dont on se souvient au réveil. En effet, l'activité de notre cerveau est alors plus intense et s'accompagne de mouvements oculaires. On l'appelle paradoxal car c'est le sommeil durant lequel notre corps est atonique, c'est-à-dire que nous ne bougeons plus. Mais notre cerveau continue de fonctionner à plein régime. Un mécanisme naturel qui nous empêche de nous lever pour vivre nos rêves. Si nous rêvons chaque nuit, nous ne sommes pas en revanche pas tous capables de les mémoriser et de les raconter au petit matin. Pourquoi? Des chercheurs se sont penchés sur la question. Les grands rêveurs, c'est-à-dire ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves, seraient plus sensibles aux stimuli extérieurs, notamment auditifs, que les petits rêveurs. Ces bruits ambiants provoqueraient des micro-réveils assez longs pendant leur sommeil pour leur permettre de garder en mémoire leurs rêves.
Quand le rêve est suivi d'un court réveil, cela réactive son contenu, permettant à l'hippocampe réveillé de le prendre en charge pour le maintenir en mémoire. Car une fois que le rêve est produit, il est généralement oublié, sauf s'il est repris par l'hippocampe, qui sert au stockage de l'information, nous explique le professeur Jaffar, qui est neurobiologiste spécialiste de la mémoire. Cette explication corrobore des travaux publiés au milieu des années 70, selon lesquels le cerveau ne pourrait stocker aucune nouvelle information pendant le sommeil. Mais j'y reviendrai tantôt. Oui, j'avais entendu qu'il y avait certaines prédispositions qu'on pouvait aider à mieux se souvenir des rêves. On verra peut-être plus tard. Donc, on poursuit à l'Espresso allongé l'étrangeté des rêves à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Catherine Stassin nous informe sur l'aide disponible pour les étudiants de cégep ayant des troubles de santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec l'étrangeté des rêves. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. J'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse, nouvelle chroniqueuse, en fait, Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Merci d'être là. C'est très intéressant que tu sois là, surtout que tu nous as mentionné ton intérêt pour la cause de la santé mentale et tu nous as approchés, puis on a trouvé ça intéressant, puis surtout que tu as un sujet pas mal intéressant aussi à nous présenter. Tu nous parlais de l'aide disponible pour les étudiants qui ont des troubles de santé mentale au cégep, parce que tu es toi-même professeur au cégep. En effet, oui. Comment on peut mettre la table sur ce sujet-là? On va évidemment parler de ce qui existe, mais aussi peut-être des services. Hein? En fait, ce qui est intéressant à savoir pour commencer ce sujet, c'est qu'en fait, près d'un étudiant sur deux, en première année de cégep, présente des troubles d'anxiété. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Alors ça, c'est vraiment les principaux troubles. Bien entendu, il y a d'autres troubles également qui sont assez fréquents qu'on rencontre, les troubles d'apprentissage, les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme, de même que les maladies mentales un peu plus graves comme la schizophrénie, la bipolarité. On sait aussi que certaines maladies se déclenchent à peu près à cet âge-là, tu sais, souvent Exactement. Fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc on parle du cégep, c'est entre 17 et 20 ans, plus ou moins, là, à peu près. Là. Oui. Donc c'est un âge qui est difficile pour certaines problématiques, mais en plus de l'anxiété dont tu parles, là, parce que les études quand même à un supérieur ajoutent un niveau d'anxiété que les gens n'avaient peut-être pas au secondaire ou au primaire. Hein. Oui, ils ont beaucoup sur le dos, ils portent beaucoup, et donc c'est certain qu'il y a des attentes de leur part, des attentes de leur entourage, et c'est un passage à la vie adulte aussi. Donc c'est certain que les troubles peuvent se déclencher, mais la majorité de nos étudiants arrivent en général avec des troubles qui ont été identifiés à l'école déjà secondaire. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une population adulte aussi que les gens connaissent mal en cégep et qui est assez importante, qui vient en recyclage, qui vient refaire un DEC. Et ces personnes-là sont assez ouvertes d'ailleurs par rapport à leurs troubles mentaux, qui viennent volontairement parler au professeur, même si on a reçu un document à leur sujet. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est certain que oui, ça affecte un certain nombre de personnes au niveau collégial. Donc, c'est ça, on pense souvent que les jeunes au collégial, c'est 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais il y a des adultes qui décident de revenir aux études, comme vous dites, c'est ça? Ah oui, en effet, il y a beaucoup d'adultes qui reviennent. Il y a des diplômes, évidemment, des DEC techniques où il y a plus d'adultes qui ont, par exemple, des diplômes universitaires, mais qui ne trouvent pas dans leur domaine ou qui veulent tout simplement avoir un DEC technique où ils ont un métier à la clé. Donc, en effet, on a une population adulte. Et on sait, je pense que la plupart des gens ne savent pas ça, mais tu nous disais avant d'entrer en ondes qu'au cégep, justement, il y a des accommodements qui sont possibles. Les étudiants peuvent bénéficier d'accommodements pour les aider dans leurs études quand ils peuvent éprouver des problèmes de santé mentale ou autres problèmes. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Les étudiants vont bénéficier de mesures d'accommodement s'ils reçoivent un diagnostic. Okay. Alors, évidemment, pour cela, il faut un diagnostic médical. Ils doivent aller porter ce diagnostic
ce document auprès du CED. Le CED, c'est le service d'aide à l'intégration des étudiants qui existe dans tous les cégeps. Okay. Donc, les étudiants doivent aller évidemment s'identifier et expliquer, arriver avec leurs documents. Et les équipes des CED vont vraiment faire construire un parcours sur mesure pour l'étudiant avec des mesures d'accommodement. Les mesures d'accommodement sont très différentes, évidemment, selon les troubles. Ça peut aller de l'étalement du parcours scolaire, admettons un DEC technique, au lieu de se faire en 3 ans, il va se faire en 5 ans. Okay. Mais ça peut être tout simplement des mesures d'accompagnement pour construire une stratégie d'études et de lecture. Ça peut être demander est-ce qu'il y a un preneur de notes pour cette personne dans la classe. Donc, un autre étudiant peut devenir preneur de notes et se faire payer par le cégep pour la session. On a aussi des mesures beaucoup plus pratiques du type balle anti-stress que les étudiants sont autorisés à manier en cours, des casques d'écoute qu'ils vont pouvoir avoir au cours pour se concentrer en laboratoire, par exemple. Il y a énormément d'accommodements, l'horaire adapté évidemment, puisqu'on entend qu'il y a trouble à partir du moment où l'étudiant ne peut pas respecter un horaire temps plein normal et qui n'est pas à même, à cause de sa santé, de respecter cet horaire-là. Et du coup, évidemment, il y a des adaptations, notamment d'horaire, mais il y a vraiment une kyrielle de mesures en fonction des troubles que ces équipes qui travaillent en collégialité vont aider à construire et à communiquer aux professeurs. Exactement. L'ensemble des professeurs, touchés par un étudiant, donc concernés plutôt par un étudiant, vont recevoir cette fiche. Alors cette fiche, elle contient quoi? Elle contient évidemment le nom de l'étudiant, le diagnostic, si l'étudiant le souhaite. Ça, c'est très important à mentionner, c'est que si l'étudiant ne souhaite pas que sa maladie soit identifiée, c'est très possible. Donc, le diagnostic est mentionné ou non. Et ensuite, il y a les mesures d'accommodement qui sont détaillées, évidemment, pour le professeur. Ouais. Voilà. Ça peut être, évidemment, quand ça concerne le professeur, donc, par exemple, l'augmentation du temps de passage d'une évaluation. Mm-hmm. Ça peut être, moi, je ferai mon examen en salle isolée, au sein, disons, des cubicules, où les étudiants donc, qui bénéficient de cette mesure vont être isolés, passeront leurs évaluations dans ce cadre-là. Enlève du stress, enlève la distraction. Exactement. C'est ça? Ouais. Il y a aussi, je parle des étudiants anxieux parce que c'est une majorité de ceux qui présentent un trouble, ils peuvent aller en salle zen. Donc, s'ils sentent que tout à coup au cours, et j'en ai déjà eu des étudiants comme ça, il y a une montée de stress, etc., ils peuvent partir et aller en salle zen. C'est une salle, évidemment, où il y a du calme. Quitter le cours, quitte le cours. Mais avec le professeur qui est au courant, c'est plus facile. Exactement, on les laisse partir. Ils ne doivent même pas se signaler, évidemment. Ouais. Et c'est ça qui les fait progresser, c'est qu'ils ne doivent pas se justifier, on est au courant de la situation. Et de toute façon, au cégep, je pense que c'est beaucoup plus ouvert que quand on parle du secondaire, du primaire. Tu sais, les étudiants, en général, même si certains étudiants quittent pour quelque chose, c'est rare qu'ils vont avoir à justifier, dans le fond, parce que après ça, c'est à eux à réussir leur session, là, mais... Je ne peux pas parler pour le secondaire parce que je connais vraiment pas le fonctionnement, mais je sais que chez nous, évidemment, ils sont considérés comme adultes. Et c'est rare qu'on ait des mineurs, et il y a quelquefois des mineurs, mais c'est sûr qu'ils viennent de leur plein gré au cours et ils peuvent quitter, bien entendu, si ça fait partie, évidemment, on est au courant de leur diagnostic, on ne va pas aller les embêter, poser des questions. Ouais. Par contre, je sais que moi, quand je vois un étudiant qui sort du cours et je vois dans son visage qu'il y a quelque chose d'assez prononcé. Quand j'aurai terminé mon cours, j'irai voir au CED si la situation a bien été prise en main et si tout va bien pour l'étudiant. Toi, Catherine, tu as l'air à bien fonctionner dans ce domaine-là. Je pense que tu t'es intéressée par le bien-être mental des gens. Est-ce que la majorité des professeurs, ça s'arrange bien avec ce système-là? Parce que ça demande quand même peut-être une surveillance ou en tout cas une plus grande implication peut-être jusqu'à certains points, et surtout s'il y a des étudiants qui sont des cas plus difficiles peut-être? Je peux vous dire, c'est pas tous les jours facile pour tout le monde parce que c'est certain qu'il y a des troubles qui peuvent perturber la classe et donc côté étudiant comme côté professeur, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'ambiance peut être plus difficile, mais on bénéficie aussi par exemple de techniciens qui viennent observer
la personne qui pourrait être perturbatrice. Et donc, suite à l'observation, ils prennent des mesures. Et donc, ils vont avoir des mesures qui vont aider l'étudiant à moins perturber la classe. Et donc, normalement, le cours d'après, ça va mieux. Ouais. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, évidemment. Mais c'est sûr que ça demande des efforts parce que les enseignants ont déjà beaucoup à faire. Et il faut pouvoir s'adresser à l'ensemble des étudiants. Ouais. Et là, c'est important de mentionner qu'en fait, ça ne diminue en rien leur diplôme. Leur diplôme est exactement le même que les autres. Les évaluations sont exactement les mêmes. C'est juste des mesures d'accommodement. Ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être prolongé. Ils vont faire leur diplôme en plus de temps, par exemple, mais ça sera les mêmes exigences. Tout exactement, les mêmes exigences. Et je peux vous dire que ces étudiants réussissent très bien. Évidemment, il y a de tout comme pour les autres étudiants, mais ce sont des étudiants, quand les mesures sont prises et qui sont bien encadrées, qui réussissent leur parcours scolaire. Comme professeur, est-ce que, j'imagine que tu n'es pas autorisé à mentionner le cas aux autres étudiants, mais les autres doivent se rendre compte que cette personne-là a un traitement peut-être différent? Ou Tout à fait. Je ne mentionne jamais. Bien entendu, c'est confidentiel. Je ne peux même pas en discuter avec mes collègues. Même si quelqu'un t'en parle, j'imagine que tu dois garder... non, c'est absolument confidentiel. Ouais. Par contre, ce qui arrive, c'est que, par exemple, certains étudiants qui sont autistes ou dans le spectre de l'autisme parlent même dans leur diagnostic tout haut. Donc, ils expliquent, oui, mais moi, je suis autiste et c'est pour ça qu'il se passe ça ou ça. Donc, les gens qui veulent identifier, qui parlent aux autres, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Je dois dire que cette génération qui arrive est assez ouverte aux problèmes de santé mentale et donc communique à ce sujet. Mais c'est certain que ce n'est pas évident pour tout le monde parce que ça veut dire plus d'efforts et surtout faire un effort d'ouverture à un moment où les gens ont un stress par leurs études ou par la bonne tenue du cours pour les profs. Ouais. À ta connaissance, est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui? Ça fait quand même quelques années que tu es professeur de cégep. Est-ce qu'il y a plus de demandes de ce genre-là, d'accommodement pour des gens qui ont des problèmes de santé, des étudiants qui ont des problèmes de santé mentale? Alors là, je crois que tout le monde va faire un bond, parce qu'en fait, il existe un chiffre de 2007 à 2014, il y a eu une augmentation de 770% de demandes d'aide au CED. Les demandes d'aide dont je viens de vous parler, le 770%, incluent aussi les étudiants en difficulté, en situation de handicap physique. Donc, il y a physique visible et puis il y a non visible, problème de santé mentale. Donc, ça inclut les deux. Mais c'est énorme, bien entendu. Comment on l'explique? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment eu plus de demandes ou c'est parce que le service était plus connu? Je crois qu'on communique mieux, que les gens sont plus éduqués, les parents sont plus éduqués, donc les étudiants veulent poursuivre leurs études aussi. Plus qu'avant peut-être, ils sont encouragés à le faire. Moins d'abandon, on veut compléter. Voilà, même au secondaire, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des gens qui ont carrément des personnes qui les accompagnent, et certains autistes en classe, donc ils sont au courant de leurs droits aussi. Oui. Donc, je crois qu'on communique plus et qu'on doit continuer à le faire pour que les gens sachent qu'ils ont des mesures d'accommodement qui les attendent. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut chercher ou c'est vraiment s'adresser au cégep, les gens qui seraient concernés, qui sont, soit qu'il y a des parents qui sentent que leur jeune ou leur proche, peu importe si c'est une personne plus adulte, plus vieille en fait, a des problèmes et ils ne sont pas au courant. Est-ce que la meilleure chose, c'est de s'adresser, j'imagine, au département là, dans chacun de leur cégep? C'est certain que si on a des doutes sur un trouble quelconque de santé mentale, il faut aller chercher un diagnostic parce qu'on ne recevra pas d'aide. Parce que comme ils sont débordés, ils ne peuvent pas donner de l'aide. Malheureusement, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils sont débordés. Donc, ils vont aller donner de l'aide avec le diagnostic. C'est certain. Ceci dit, l'aide pédagogique individuelle que peut aller chercher un étudiant au CED, donc l'API, on appelle ça au cégep, bien entendu, va l'orienter et va lui dire, tu habites dans quel arrondissement, tu peux aller chercher dans telle clinique, tu peux consulter. C'est certain qu'ils vont quand même orienter. C'est excellent. Non, mais merci. C'était vraiment intéressant. Un sujet qu'on n'a jamais parlé. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été des nôtres. J'espère qu'on va te recevoir pour d'autres chroniques parce que c'était vraiment fort intéressant. Puis bienvenue à notre émission. C'est vraiment intéressant de t'accueillir. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore le droit de dire un petit mot aux étudiants?
Oui. Je voudrais vraiment encourager les étudiants et les futurs étudiants à aller chercher de nouveau leur diagnostic avant même de commencer la session, parce que comme ça, les mesures seront prêtes et ils pourront réussir pleinement leur scolarité comme d'autres l'ont fait. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. Peut-être que le premier, donc on poursuit le sujet à l'Espresso allongé, l'étrangeté des rêves. Toujours aussi fascinant. Tous les peuples de la Terre, je pense, s'intéressent aux rêves. Tu disais tantôt, peut-être les Allemands aussi, peut-être à cause de l'influence de la psychanalyse, tout ça. Là, mais sais-tu, je pense à ça, même mon chien rêvait. On voit toujours les chiens qui bougent, là. C'est ça, ils sont comme s'ils couraient ou il se passe quelque chose, la mâchoire, la babine, elle bouge. Des fois, je me demande à quoi ils peuvent bien rêver. Ils doivent rêver qu'ils courent. Des fois, je pense qu'ils rêvent, qu'ils essaient de rattraper une écureuil ou quelque chose comme ça. Mais même nous, on rêve moi, est-ce que j'ai rêvé souvent à la radio, là, dans des situations plutôt stressantes, pas dans ton cas. Mais... OK. Alors, je vais vous lire un autre article qui était sur le site doctissimo.fr. C'est M. Alain Héril, qui est psychanalyste et sexothérapeute. Ouais. Il est également formateur et dirige une école de psychothérapie du nom de Indigo Formation, dans laquelle on touche à tous les champs de la psychothérapie contemporaine qui ont à voir avec l'inconscient. Il donne des consultations en cabinet depuis 25 ans. C'est ça, dans le fond, le rêve, c'est un peu l'inconscient. C'est conscient et inconscient, mais il y a quelque chose qui travaille, qui n'est pas nécessairement volontaire. Là, Alors, il nous dresse une liste de thèmes récurrents dans les rêves et leur signification selon lui. Ah, ça, c'est intéressant. Comme par exemple, rêver de tremblement de terre. Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Un tremblement de terre est un événement souvent inattendu et qui fait beaucoup de dégâts, aussi bien matériels qu'humains. Le tremblement de terre, comme toutes les catastrophes naturelles, est le signe que l'homme ne peut pas tout contrôler ou prévoir et que la nature sait réclamer ses droits. Donc, lâcher prise, c'est ça que ça veut dire. Rêver d'être président. Est-ce que c'était arrivé? Jamais. Non. Moi non plus. À date. Le président est un être élu par le peuple. Il s'agit donc d'une posture officielle et reconnue, une position légitimée par les urnes. Le rêve de président est donc un rêve profondément narcissique qui témoigne soit d'un besoin de reconnaissance, soit d'une affirmation de soi. Rêver de vélo. Non plus, j'ai jamais... En faisant du vélo, genre, j'imagine, tout ce qui concerne le vélo. Moi, je fais beaucoup de vélo l'été, mais jamais... T'as jamais rêvé? Non. Le vélo est à la fois, selon M. Héril, signe de liberté et d'équilibre. Rêver de vélo est donc ressenti par les rêveurs, hommes et femmes, comme un rêve positif et agréable. Rêver de tsunami, ou en bon français, de raz-de-marée. Non. Ça non plus. Ça doit pas être drôle, ça. On doit avoir hâte de se réveiller. Le tsunami est destructeur et soudain. Il fait partie des phénomènes naturels les plus destructeurs. Le rêve de tsunami porte donc en lui-même des aspects violents et amène le rêveur à se confronter avec son impuissance face à la nature. Maintenant, tiens-toi bien. Rêver de toilette. Non, ça non plus. À date, je suis pas trop concerné, mais peut-être on va entendre. Si t'as radio plus loin, en tout cas, je rêve à d'autres choses aussi. Hein. Rêver de toilette est fréquent et se retrouve autant dans les rêves féminins que masculins. Les toilettes est un lieu d'intimité. C'est surtout ce caractère qui est retenu par les rêveurs. Ouais. Rêver de saleté. La saleté a plusieurs visages. Elle peut être représentée par la poussière comme des détritus ou encore des insectes comme les punaises ou les cafards. Dans tous les cas, elle est signe de malaise, voire de mal-être, et amène le rêveur à se poser naturellement la question de ce qui est sale dans son histoire de vie. Mm-hmm. Rêver de psy. Ça, c'est peut-être un cauchemar, non? Ouais, il y en a des bons. Ouais, c'est vrai, oui. Alors, rêver de psy ou de son psy est très fréquent et les hommes comme les femmes sont accoutumés à ce type de rêve. Le psy fait partie des grandes figures d'autorité sur lesquelles beaucoup fantasment. Il est donc logique que cette personne soit très présente dans les rêves, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît. Et c'est ça l'autorité, ça représente l'autorité ou en tout cas l'espèce de domination dans le sens que c'est un être un peu, c'est peut-être ça aussi. Là. Rêver de poux.
Le pouls renvoie à la saleté. Il est le signe d'un manque d'hygiène. Il est sournois car il se présente d'abord sous forme de lente, c'est-à-dire les œufs, si tu veux, les larves, avant d'éclore subrepticement dans les cheveux. D'autre part, il est contagieux, ce qui lui donne une dimension d'envahissement souvent ressentie comme nauséabonde. Donc, finalement, ça, quand même, le rêve a un effet, tu sais, c'est vraiment quand même direct, là, tu sais, c'est pas juste... On voit nos peurs et puis nos travers, mais à travers des symboles qui sont bien réels, là, qui peuvent exister dans la vie. Hein. Rêver de son père. Rêver du père est très fréquent. Les hommes comme les femmes rêvent souvent de cette figure essentielle de l'histoire de tout être humain. Il peut s'agir de son propre père ou d'un père imaginaire, peu importe. Dans tous les cas, l'image est forte et porteuse de sens profond. Rêver de possession diabolique. Ça m'est jamais arrivé. Ça doit être un cauchemar. Ah, ça doit. Et voici le diable qui vient faire irruption. Être possédé dans un rêve est peu fréquent, mais le rêveur peut assister à des scènes de possession qui sont toujours vécues comme très angoissantes. La possession fait peur, car elle correspond à une perte de contrôle insupportable. C'est comme une drogue hallucinogène qu'on vous aurait inoculée de manière insidieuse. Surtout si la scène ressemble à L'Exorciste, le fameux film. Là, ça doit pas être drôle comme ça. Tu dois te réveiller. Non, ça doit être assez... ouais. Rêver de porte. La porte, là on parle pas de moi. Elle n'a pas ton nom de famille. La porte a plusieurs fonctions. Entrer, sortir et protéger. Elle correspond au seuil de la maison. Elle peut être solide comme faite de voile ou de brume. Dans tous les cas, la porte est un élément extrêmement présent dans les rêves. Rêver de poisson. Le poisson est à la fois cette créature qui vit au fond des mers, en contact avec les mystères sous-marins. Écoute, mais je dois m'arrêter faute de temps, mais vous pourrez trouver la suite sur le site Doctissimo.fr. Ouais, merci beaucoup donc pour le sujet, l'étrangeté des rêves à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce cette semaine, je tiens à remercier notre invité, le Dr Kevin Gaudreault, psychologue. On a parlé ensemble de la nostalgie, donc les bienfaits, les effets nuisibles de la nostalgie. Notre chroniqueuse Catherine Stassin nous a amené son sujet, l'aide disponible pour les étudiants de cégep ayant des troubles de santé mentale. C'est intéressant de l'entendre sur le sujet. Pour ta part, Pierre, tu avais tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé sur les rêves, l'étrangeté des rêves. C'est souvent étrange, les rêves, effectivement. Toujours drôle un petit peu. On en apprend beaucoup quand même. Merci beaucoup pour ta mise en onde également. Bienvenue. Et oui, mais c'est donc Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.